Salut communauté de coups critiques, ici Kim, prête à explorer un autre coin fascinant de la cosmologie de Donjons Dragons. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un lieu mystérieux rempli d'opportunités pour vos aventuriers, le plan éthéré. Donc, vous êtes nouveau ici, dans cette cosmologie, pas de problème, cliquez sur la petite fiche, oui, ce côté-là, en haut, pour voir notre vidéo d'introduction sur la cosmologie. Pour les habitués, attachez vos ceintures parce que le voyage promet d'être brumeux au sens propre. Imaginez un espace infini, flou comme un rêve en demi-teinte. Voilà le plan éthéré. Il sert de passerelle entre le plan matériel et d'autres plans, parfait pour les mages, les espions ou les âmes égarées. Ces rivages, la frontière éthérée, se superposent au plan matériel et à des plans comme le plan féerique ou celui de l'ombre. Un bon sort de Etherealness ou Blink vous permet de vous y rendre. Donc, un petit détail sympa, les rivages, appelés la frontière éthérée, chevauchent le plan matériel et certains plans intérieurs, comme le plan féerique ou le plan de l'ombre, et chaque emplacement sur ces plans a un emplacement correspondant sur le plan éthéré. Donc, ça permet aux voyageurs d'interagir partiellement avec ces plans sans être totalement présents. Donc, depuis la frontière éthérée, vous voyez le monde matériel en mode un peu silhouette fantomatique, parfait pour l'espionnage ou les infiltrations. Vous êtes invisible, vous flottez dans toutes les directions et les lois de la gravité sont oubliées. Mais attention, certains monstres, comme les chasseurs éthérés, traquent ceux qui osent s'aventurer dans les brumes. Depuis la frontière éthérée, le voyageur peut voir dans n'importe quel plan qu'elle chevauche, mais ce plan paraît grisâtre, indistinct. Ses couleurs se confondent et ses bords deviennent flous, limitant la visibilité à 30 pieds dans l'autre plan. Inversement, le plan éthéré est généralement imperceptible pour ceux qui se trouvent dans les plans superposés, sauf avec l'aide de la magie. Normalement, les créatures de la frontière éthérée ne peuvent pas attaquer les créatures du plan superposé et vice-versa. Un voyageur sur le plan éthéré est imperceptible pour quelqu'un qui se trouve sur le plan superposé et les objets solides sur le plan superposé ne gênent pas le mouvement d'une créature dans la frontière éthérée. Donc, les exceptions sont certains effets magiques sur les êtres vivants. Les aventuriers utilisent généralement le plan éthéré pour voyager d'un plan à l'autre. Donc, les objets, les paysages du plan matériel apparaissent comme des images spectrales, des silhouettes transparentes dans le plan éthéré. Donc, les créatures dans le plan matériel sont visibles, mais sont floues. Elles peuvent pas interagir avec le plan éthéré. Donc, les âmes errantes et les esprits des morts récemment décédés peuvent se manifester dans le plan éthéré. Donc, les fantômes utilisent souvent ce plan-là pour se déplacer ou hanter des lieux. Certaines créatures, comme les éthérés, donc des formes d'esprit, habitent exclusivement ce plan-là. Donc, les monstres, comme les chasseurs éthérés, les Ethereal Marauders, sont des prédateurs capables de traquer leur proie à travers les dimensions. Le plan éthéré abrite aussi les demi-plans, des poches de réalité uniques. Donc, magiques, dangereuses ou pleines de secrets, elles offrent des trésors et des défis uniques pour vos aventuriers. Donc, elles peuvent être créées par la magie ou exister naturellement. Sur le plan narratif, le plan éthéré permet l'exploration de lieux invisibles dans le plan matériel. De plus, c'est possible de l'utiliser de manière stratégique par un joueur, soit pour l'évasion ou l'infiltration discrète, parce qu'un personnage dans le plan éthéré peut observer sans être vu. Finalement, le plan éthéré peut être utilisé pour des rencontres avec des entités spirituelles, pour des quêtes liées aux morts ou aux dimensions. Le plan éthéré est parfait pour des rencontres fantomatiques. Comme les fantômes, justement, errants, les récemment décédés peuvent encore s'y trouver. C'est un endroit que vous pouvez intégrer à vos parties pour ce type de rencontres-là spectrales, mais qui ne sont pas nécessairement agressives, comme on pourrait trouver un paquet de fantômes et de spectres et de zombies dans un cimetière. Donc, le plan éthéré, si vous voulez vraiment y tenir une partie ou l'utiliser dans vos campagnes, c'est un endroit que vous pouvez associer justement, je veux dire à l'éthéré, oui, mais à tout ce qui est fantomatique, spirituel, dans le terme des esprits. Et donc, tout en restant autour du plan matériel de votre partie, vous pouvez intégrer une seconde couche, un élément superposé où vos aventuriers peuvent voyager et rencontrer des spectres de NPC récemment décédés qui ont des informations importantes, par exemple, ou des spectres qui datent de éons,
mais qui peuvent faire avancer vos aventures. Si on s'inspire de Dimension 20, donc une chaîne qui n'est pas YouTube, là, mais qui appartient à Dropout TV. Donc, Brennan Lee Mulligan a créé, lui, dans le plein terré, pour la mage de son groupe d'aventuriers, un genre de, appelons-le un centre d'achat, c'est comme une campagne quand même actuelle, on pourrait dire, là. Et donc, voyez ça comme un centre de commerce pour les mages. Donc, un endroit ceux qui ont accès justement à un sort leur permettant de voyager dans le plein terré peuvent aller magasiner des objets magiques. Donc, c'est une communauté, on pourrait dire un peu, sans dire reclus. Donc, seulement une communauté précise peut y avoir accès. Ceux qui peuvent voyager dans ce plan-là, qui ont accès au sort pour le faire. Et donc, vous pouvez avoir des objets magiques spécialisés pour certains de vos aventuriers. Face à la brume infinie et aux terreurs invisibles du plein terré, la citadelle radieuse se dresse comme un bastion d'espoir. Donc, c'est une relique vivante de l'ingéniosité et de la collaboration de 27 grandes civilisations. Donc, abandonnée et perdue pendant des siècles, la citadelle a été ressuscitée de son sommeil et récupérée par des descendants de ces sociétés-là, bien que certains peuples soient toujours portés disparus. Donc, la ville sert de centre de diplomatie et de commerce, de dépositaire d'histoire et de secrets, et de sanctuaire florissant pour ceux qui cherchent la sécurité ou une vie meilleure. Donc, la citadelle radieuse, c'est un miracle d'architecture. Donc, une ville flottante taillée dans un seul fossile massif qui serpente autour d'un éclat de pierre précieuse colossale connu sous le nom de diamant auroral. Donc, la luminescence du diamant auroral se reflète dans la constellation de 15 pierres précieuses de la taille d'une structure, là, les joyaux de la Concorde, qui gravitent autour de la ville et assurent le transport vers les foyers éloignés des civilisations fondatrices de la citadelle. Donc, dans les brumes du plein terré, le diamant auroral est un phare scintillant visible à des lieues de distance. Donc, le diamant lui-même semble avoir des humeurs, changeant de couleur de manière imprévisible, mais il est toujours visible pour les errants perdus et dans le besoin. Juste au-delà de la ville, tourbillonne un cyclone éthéré massif et toujours menaçant, connu sous le nom de Keening Gloom, une menace imminente qui rappelle sinistrement la position précaire de la citadelle. Donc, autant les héros que les pauvres se rencontrent sur un pied d'égalité dans la citadelle radieuse. D'un commun accord, le pouvoir et les ressources sont partagés équitablement. Donc, la dignité est accordée à tout le monde, dans le fond, dans la citadelle, et les grands besoins sont satisfaits par la grande aide qui est fournie par tout le monde. La citadelle radieuse, c'est un centre de diplomatie et de commerce, un dépositaire d'histoire, de secrets, un sanctuaire florissant pour ceux qui recherchent la sécurité. Donc, une grande variété de plantes, d'insectes, de créatures de différents mondes pourrait être trouvée dans la réserve des ancêtres de la citadelle. La défense la plus fiable de la citadelle radieuse, c'est peut-être sa position largement inattaquable au cœur de l'éthéré profond. Donc, elle est également protégée par une puissante protection qui peut être activée par des porte-paroles des ancêtres qui sont au pouvoir. Donc, la citadelle n'entretient aucune force militaire ou armée régulière. L'application de la loi locale n'est pas assurée par une seule entité, mais déléguée à de nombreuses organisations plus petites qui représentent différents intérêts. Donc, dans la citadelle radiante, il est possible de visiter la cour des murmures. Donc, un marché d'information qui comprend un réseau de parcs, de places publiques, de lieux de rencontre isolés situés dans une seule structure partiellement en plein air. Donc, les habitants de la cour des murmures font du troc pour obtenir des informations. Les héros, les crieurs, les bardes et les griots achètent et vendent des informations provenant des 15 civilisations fondatrices actives dans la citadelle, ainsi que dans d'autres terres. Les éclaireurs et les espions qualifiés peuvent également être embauchés pour une reconnaissance à court terme ou une infiltration à long terme. La cour est un espace mixte, extérieur-intérieur, avec des alcôves tranquilles et des places ouvertes où de nombreuses activités sont disponibles ici pour les aventuriers talentueux. Les organisations et des individus puissants de tous les plans envoient des agents à la cour des murmures pour recueillir des informations et faire affaire en leur nom. Parmi les exemples notables, on va noter les harpistes d'Albert Toril, la fraternité de l'ordre de Sigil et les agents du gnome réparateur voyageant à travers les plans vie. On peut aussi visiter la maison de la convalescence, une maison de guérison.
Donc, la maison de la convalescence concentre les énergies vitales du diamant auroral, permettant d'incroyables prouesses de magie de guérison. Donc, ça fait de la maison de la convalescence une oasis pour les malades, les blessés, les désespérés. Elle attire également les prêtres et les guérisseurs de nombreuses traditions. La plupart viennent servir ceux qui sont dans le besoin, mais certains cherchent à comprendre les propriétés magiques du lieu lui-même. La réserve des ancêtres, c'est une étendue sauvage en forme de dôme creusée au cœur du diamant auroral. La réserve des ancêtres, c'est une étendue sauvage en forme de dôme creusée au cœur du diamant auroral. Donc, une végétation luxuriante pousse directement sur le diamant et l'étendue est parsemée d'arbres à baie de jacal, d'épines sifflantes et de bois de zèbre. Des insectes, des petits oiseaux et parfois des lièvres y ont élu domicile. Au centre de la réserve se trouve un amphithéâtre circulaire enterré qui sert de lieu de réunion au conseil dirigeant la citadelle, donc les porte-paroles des ancêtres. Bien que la réserve ne comporte que peu d'animaux sauvages indigènes, principalement des oiseaux puis des petits mammifères, une secte de druides y a amené fréquemment des animaux blessés pour qu'ils soient soignés et réhabilités. Donc, la réserve est l'endroit où les druides gardent les animaux qui ne peuvent pas survivre dans leurs habitats naturels, créant ainsi une ménagerie de créatures rares venues de nombreux mondes. Attirés par le pouvoir du diamant auroral, des esprits d'innombrables terres aussi s'installent dans la réserve. Des esprits provenant des mêmes terres ou d'origines similaires habitent de minuscules joyaux et se rassemblent en amalgames connus sous le nom d'incarnés. Donc, certains sont de petites collections d'esprits, mais les plus grands, liés aux civilisations fondatrices de la citadelle, sont des êtres plus grands que nature qui incarnent la sagesse des âges. Donc, au-delà de la citadelle radieuse dérivent les joyaux de la Concorde, qui relient la ville à ses civilisations fondatrices. Donc, chaque joyau est un vaisseau de la taille d'un bâtiment, capable de contenir des centaines de personnes et des tonnes de marchandises. Donc, chaque joyau de la Concorde est lié à une civilisation qui a fondé la citadelle. Un joyau voyage infailliblement entre la citadelle et la patrie du peuple, lié au joyau. Lorsqu'ils sont pas utilisés, les joyaux de la Concorde gravitent autour de la citadelle radieuse dans une constellation qui émane, donc incandescente. Donc, une lumière qui émane tout le temps. La citadelle radieuse peut servir de base à toute campagne construite autour de l'idée d'explorer des nouveaux mondes. Plusieurs de ces mondes sont introduits dans Journey Through the Radiant Citadel, une anthologie de courtes aventures disponible pour la 5e édition et compatible avec les livres de l'édition révisée. La citadelle radieuse, c'est une ville de migrants. Plusieurs des explorateurs qui ont repris possession de la citadelle étaient des réfugiés qui avaient fui les difficultés qui les affligeaient ou affligeaient leur terre. Donc, ils ont choisi la citadelle comme foyer, malgré son étrangeté, son environnement surréaliste de l'éthéré profond, parce qu'elle offrait une opportunité de prendre un nouveau départ. Donc, la plupart des habitants actuels de la ville sont des descendants des 15 civilisations fondatrices actives dans la citadelle, mais tous les personnages, toutes les espèces sont bienvenus. Certains trouvent la vie dans l'éthéré profond trop inquiétante pour y rester ou s'irritent aux confins de la citadelle. D'autres partent par peur que l'obscurité ardente ne détruise la citadelle. Leur nombre est reconstitué par de nouveaux arrivants qui cherchent une vie différente et veulent étudier les traditions de la ville pour y trouver du réconfort dans la paix et la sécurité. Donc, la société de la citadelle est façonnée par ce flux et ce reflux constant. Les traditions, les coutumes, les valeurs sont un mélange d'anciens et de nouveaux, tandis que certains adhèrent à des rituels qui sont plus suivis dans aucun pays d'origine, d'autres créent leurs propres pratiques inédites. Les communautés de la diaspora de la citadelle radieuse apprennent et s'inspirent constamment les unes les autres, créant une culture propre à la ville. Donc, cette évolution se reflète dans l'art, dans les vêtements, la musique et peut-être surtout dans la cuisine de la ville. Alors que les cantines et les salons de thé des restaurants servent des plats et des boissons de communautés spécifiques, les cuisines les plus populaires sont des plats fusion, comme le couscous infusé au habanero et au safran, des ignames frites enrobées de panela et des tacos au kimchi. D'autres lieux d'importance du plein terré ont été nommés dans la grande histoire de Donjons Dragons. Donc, on a le palais fantomatique d'Al-Azid, un palais maudit, et le Freehold City, donc une grande ville qui résidait sur un morceau d'éther stable surgissant autour du siège de la société d'Etherfarer. Donc, la masse terrestre sur laquelle elle se trouvait était appelée le Farer Freehold, ou simplement Freehold, qui générait un champ de gravité comparable à la plupart des mondes du plan matériel.
Donc, que ce soit pour espionner, pour explorer, pour découvrir des cultures oubliées, le Plein Terré offre un terrain de jeu parfait. Il permet d'introduire des quêtes spirituelles, des confrontations avec des fantômes ou même une exploration profonde de la citadelle radieuse ou ses intrigues politiques. Donc, le livre Journey Through the Radiant Citadel propose d'ailleurs des aventures prêtes à l'emploi dans ce cadre-là. Autant joueur que maître de jeu, je serais curieux de savoir est-ce que vous utilisez le Plein Terré? Que ça soit avec Blink pour vous déplacer sans être attaqué, que ça soit pour justement voyager, par exemple, à travers la citadelle radieuse. Donc, je suis curieuse de connaître vos expériences en commentaire. Donc, sinon, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, un petit like si vous aimez la vidéo, si vous aimez la série sur la cosmologie de Donjons Dragons. Vous pouvez nous suivre aussi sur Patreon, mais n'oubliez surtout pas de suivre notre page YouTube de Coups Critiques pour avoir toutes nos vidéos sur plein de jeux de rôle différents. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!